1, 2, 1, 2. Oh, c'est bon, ça marche. Je suis en mode à l'arrache. À l'arrache et avec un énorme bordel derrière. Donc, salut Gaëtan, j'espère que tu vas bien. Donc là, c'est vraiment un live que je fais un petit peu, voire totalement à l'arrache, sans réellement but prédéfini. Ce que je me suis aperçu tout à l'heure, que j'ai un problème avec mes différents KVM, que ce soit le Jet KVM ou mes Nano KVM. Je n'arrive plus à avoir le rafraîchissement automatique, avoir la vidéo. Parfois ça passe pas, et ça me gonfle parce que j'ai pas encore pris le temps de trouver. J'ai cherché sur mon PC, sur mon laptop Linux, j'ai rencontré le problème. Sur mon PC de boulot, qui est un Windows 2000, sur la dernière version de Windows 11, même problème. Sur mon Windows personnel, qui est sur l'avant-dernière, même problème. Et bah, j'arrive pas à capter pourquoi ça merde. À première vue, ça serait lié au navigateur internet, qui ferait qui ferait un blocage ou un truc comme ça. C'est ce que j'ai dans le jet KVM qui m'est dit. Là, j'ai un. Je vais essayer vite fait. Point. Non, c'était pas lui que je voulais. Hop. Bon, là, le nano KVM fonctionne bien. Mais j'ai testé sur sur une autre machine. Je n'avais strictement rien dessus. Et ça m'a. Je vais rafraîchir. Ouais, sur ma machine Linux, j'ai strictement rien. Et j'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Ça me gonfle un petit peu. D'ailleurs, c'est un petit peu dégueulasse la qualité là. Mode vidéo. Perte élevée, perte basse. Et il y a une chance sur deux que je perde le flux. Si je fais un F5. Non, ça va, j'ai pas perdu le flux. Mais la qualité est bien dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Bon, bref. Et c'est surtout que j'ai un autre KVM. Faut peut-être que je me mette en cam. Ah, tu entends pas très fort. Salut Magie. Est-ce que c'est mieux niveau son? Est-ce que c'est mieux de ton côté? Euh, donc j'ai ça qui est toujours pas déballé, que j'ai toujours pas testé. Hop. En plus, celui-là, il est vachement intéressant parce qu'il a un double OS. Il a l'OS du Nano KVM. Désolé, j'ai pas je suis tellement en mode sauvage. Donc, je l'ai jamais déballé. C'est la première fois que je le déballe. Coucou Belcorut. Donc ça, c'est le Nano KVM Pro que j'ai toujours pas utilisé ou déballé. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi cette petite chose? Ah, c'est pour le contrôle de l'ATX. C'est pour le contrôle de l'ATX, je m'en fous. Et le reste, c'est du...
c'est des câbles parfaitement habituels. Et bah, je pense qu'on va aller le. Je vais débrancher le KVM que j'ai ici. Hop. Euh, Hop. In, c'est là. Ah merde, je crois qu'il faut mettre une carte SD dedans. Je crois qu'ils n'ont pas fourni la carte SD. S'ils n'ont pas fourni la carte SD, bah, ça va vite être. Ça va vite être vu. Ça va être vite réglé. Ah, bah, Raspberry Pi, on peut en parler. Mon tout premier de ma vie. Mon tout premier Raspberry Pi. Et attendez, je vais juste décaler mon clavier. Et passer comme ça sera peut-être un peu mieux niveau son. Donc, ouais, voilà, mon tout premier Raspberry Pi. C'est un Raspberry Pi 5. Et pour être honnête, je suis pas satisfaite du Raspberry Pi. J'étais habitué aux clones et je préfère largement les clones qu'au Raspberry Pi. Largement. J'ai trouvé que c'était. Je sais pas comment le dire. En dehors de l'écosystème. Je vais le faire du. En dehors de l'écosystème du Raspberry Pi, qui est très riche. La plateforme en elle-même, vu ce que propose la concurrence, c'est juste la communauté autour du Raspberry Pi qui fait sa force. Mais en puissance et point de vue technique, sérieusement, je vois pas l'intérêt. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont m'en vouloir de dire que Raspberry Pi c'est un petit peu surcoté, mais c'est réellement ce que je pense. Hop. J'essaie juste de récupérer l'IP. Point 52. Mais ouais, je suis vraiment très 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 déçu. Non, là j'ai pris une version, j'ai pas des grosses finances. J'ai pris une version 8 Go qui le Raspbian Desktop, j'avoue que ça tourne nickel, c'est très bien. J'ai pas pu faire tourner Unreal Tournament 99 dessus. J'ai pu l'installer, mais j'ai pas pu faire ce que je voulais. Et putain, putain de boîtier de merde. Ah, je vais tout casser si ça se trouve. Le... J'ai pris ce kit là avec le refroidissement. Ouais, ouais, je comprends pourquoi il faut bien refroidir. C'est vraiment pas du luxe. Mais je sais pas comment je vais réussir à ouvrir la totalité du bousin. Voilà. Le, le boîtier et tout ce qui s'ensuit. Bon, je trouve que c'est. Personnellement, pour le même prix, j'aurais préféré prendre un clone. Pour être honnête, j'aurais vraiment préféré un clone. Mais c'est mon premier Raspberry Pi de ma vie. Et c'est vraiment pas une blague. J'ai toujours eu que des clones. Et je préfère vraiment les. Je préfère vraiment les clones. En fait, j'ai dû en acheter un parce que j'avais vraiment besoin d'une compatibilité Raspberry Pi ou je sais pas quoi, Raspberry Pi. J'ai préféré prendre un 5 qu'un 4. Je me suis dit, qui peut le plus, peut le moins. Et pourquoi pas tester Proxmox dessus. Parce qu'après tout, il y a une personne qui a fait un Proxmox pour ARM. C'est pas du tout officiel. Donc je me dis pourquoi pas tester. Et
Sinon, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pourquoi je préfère les clones pour quasiment le même prix que le kit, sachant que j'avais déjà une alimentation chez moi, donc c'est pas un problème en soi. Pour le même prix, j'aurais pu avoir donc c'est chez Rex Data, si je me trompe pas, à 8 cœurs. À 8 cœurs. Donc, pour ça que je dis que c'est un petit peu surcoté et euh, pour l'instant, je suis très déçu parce que j'ai beaucoup plus de problèmes d'OS qu'avec qu'avec les clones. Euh, c'est une catastrophe. J'ai essayé la Ubuntu dédiée au monde ARM, donc ils la sortent avec le Gnome. Sérieusement, c'est lourd, c'est imbitable. Alors que le Gnome d'ARM Bian, nickel. Ne demandez pas pourquoi, j'ai pas cherché, et je m'en fous, moi ce que je veux c'est que ça marche. Salut Ace. Ah oui, oui, ça fait tourner Doom parfaitement. Doom tourne même sur mon Risk 5. Mais en fait, c'est que via Hold Unreal, pour ceux qui m'ont suivi, hop, Hold Unreal, je vais me mettre vite fait en mode web. Hold Unreal, euh, ce qui est bien, c'est que. Non, c'est pas la bonne, fallait que je prenne le GitHub. C'est que dans Hold Unreal, voici patch. Hop, je vais vous mettre le GitHub pour ceux que ça pourrait intéresser. Hold Unreal, donc c'est un support officiel de Unreal, Unreal Tournament et maintenant de Unreal 2004. Et je vais pas utiliser Full Game Installer, mais parce que le fichier n'est pas top top dans celui-là. C'est qu'on se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a, mais que vous soyez sous macOS, Windows ou Linux, vous récupérez les exécutables, ça télécharge l'ISO et ça vous l'installe. L'ISO qui est sur Archive.org, bien évidemment. Là, ce qui m'intéressait, c'était au niveau des patchs. Au niveau des patchs, donc vous avez la version Linux AMD 64, Linux ARM 64 et Linux X64. Et pour Windows, vous avez une version Windows x86, version 64 bits, et pour Windows XP. Bah, pour ceux qui font vraiment de l'ancien. Et voilà, je voulais absolument tester la version ARM de Hold Unreal. C'était plus comment dire? C'était plus pour du plaisir, voir si ça pouvait faire une petite machine de LAN sympathique ou ou un petit serveur pour Unreal Tournament, puisqu'on joue avec des amis très régulièrement à Unreal Tournament à l'ancienne. Et donc voilà, c'était un des petits trucs que je voulais tester. Non, Asis, pour. Non, là, il faudra passer via l'émulateur. Je sais même pas si sur. Je sais même pas si. Bah là, il faudra une émulation Linux, obligatoire. Si tu veux du FreeBSD ou quoi que ce soit, tu es obligé de passer par une version un petit peu modifiée. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Puis sinon, le Raspberry Pi 5 m'a déçu. C'est que le seul BSD qui est supporté, c'est OpenBSD et c'est pas complètement. J'ai cru comprendre qu'il y avait un problème de driver graphique et aussi un problème de driver du clavier. Donc c'est très emmerdant là-dessus. Et ce qu'on n'a pas forcément avec les autres clones. Et je profite, je fais ma digression, mais comme il se doit. Et là, j'ai branché. Là, j'ai branché
Bah, pour l'IA locale, putain, attends, 2 petites secondes, faut que je trouve le lien. À chaque fois, j'écorche le nom. Mais quand je dis que j'écorche le nom, mais c'est vraiment que je l'écorche. À tel point que je suis incapable de l'écrire. Putain, où est-ce que je l'ai foutu? Ah, c'est passé dans quelle conversation ça? Non, c'est pas là. Ça doit être là. Non, c'est pas là non plus. Punaise, où est-ce que je l'ai foutu? Euh... Bon. ARM. Si, Rockpi. Voilà, moi, si, j'avais hésité à prendre le. J'avais hésité à prendre. C'est le A ou le B que je voulais prendre? Je crois que c'était le A. Non, c'était le B que je voulais. C'était le B que je voulais, qui permettait de supporter la V1, qui est un de mes plus grands prérequis. Et surtout, voilà, ils supportent aussi PyTorch, TensorFlow. Mais chez eux, ils ont un produit qui est vraiment utile pour ceux qui font de l'IA. Je suis toujours bien sûr oui. C'est ce modèle Dragon Q6A. Parce qu'il a. Où est-ce qu'il a sa puissance en TensorFlow? C'est pas un peu plus haut, je sais plus où est-ce qu'ils l'ont foutu. Aïe, 12 tops. 12 tops, c'est vraiment une bonne puissance. Si vous pouvez vous permettre de l'acheter, ça peut être une bonne solution. Ils le vendent combien? On va aller chez AliExpress. Allez, si on prend la version 12 Go, il y en a pour 120 avec les 12 euros de frais de port. Allez, pour 125 euros, vous avez 12 Go de RAM et 12 tops de puissance, du moins de puissance de calcul. Pour l'IA, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Ouais, pourquoi j'ai les prix en. J'ai pas les prix en euros, si? Si je prends le 12, 86 euros. Add to carte. C'est bien des euros, hein, on est d'accord? Ouais, effectivement, il est moins cher. Pour une fois qu'on arrive à être moins cher qu'AliExpress. Ouais, impressionnant. Mais voilà, pour ceux qui font de l'IA, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Les Orion, je sais pas, j'ai pas encore regardé chez eux ce qu'ils avaient comme puissance réelle. On est qu'à 30. Donc, ouais, c'est pour ceux qui veulent vraiment faire de l'IA. Je vous orienterai plutôt sur la concurrence du Raspberry Pi, qui est beaucoup plus. Comment dire? Qui est un peu plus. Machine à tout faire, on va dire ça comme ça. Je sais pas trop comment bien le formuler. Là, je sais pas. À mon avis, il n'y a pas photo par rapport au matériel à 8 000 euros, hein. Vaut mieux prendre le matériel à 8 000 euros. Mais ouais, non, c'est. Pour l'instant, voilà, le Raspberry Pi. Si c'était moi, j'aurais préféré mettre.
J'aurais vraiment préféré mettre mon argent dans le... soit dans le 5T, soit dans le... Le 5T, c'était ce qui était cool, c'était le côté avoir deux interfaces réseau. La partie IA, j'avoue que je m'en fous, mais euh, à un point inimaginable, parce que j'ai ma 4090 qui est largement suffisante pour faire de l'IA sur mon PC. Et je vois pas l'intérêt de m'amuser à faire de l'IA sur une USB-C. C'était celui-là qui m'intéressait. Il me semblait que c'était un 8 cœurs qui avait 4 cœurs basse consommation et 4 cœurs haute consommation. Euh, Ah ouais, c'est bien ça. Par rapport au Raspberry Pi, donc c'est du Big Little, donc on a 4 cœurs performants et 4 cœurs basse performance. Et pour le même prix, j'aurais préféré réellement m'acheter cette carte-là. Réellement. Ouais, les gens pensent beaucoup trop au Raspberry Pi, alors qu'il y a vraiment une concurrence très intéressante. Redxa, parfois, ils ont des produits euh, qui peuvent être intéressants. Dans le compute, c'est pas. Après, il peut y avoir ces équipements-là qui peuvent intéresser pour faire des firewalls. Et dans les accessoires, ils ont des trucs très intéressants. Euh, Bah là, ouais, par exemple, pour faire un routeur HAT sur un Raspberry Pi, et c'est surtout eux qui font le Penta HAT qui permet de le transformer un Raspberry Pi en NAS. Donc ça peut être assez intéressant là-dessus. Chez moi, j'ai ce HAT là pour une carte de chez eux. Et ça marche vraiment nickel avec des SSD parfaitement classiques. Mais je sais plus si chez Orange Pi, Orange Pi, c'est ma mise à jour de portable qui fout la merde ou quoi de l'autre côté? Chez Orange Pi, ouais, ou alors c'est leur site qui est tout pourri comme d'hab. Euh, Orange Pi, j'ai quelques cartes de chez eux et pareil, euh, je trouve qu'il y a des... Putain, mais leur site, il est imbivable aujourd'hui. Il est d'une lenteur. Ils peuvent avoir des cartes qui peuvent être aussi très 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 intéressantes en termes de puissance. Voilà, en plus lui, euh, il a du RISC-V à l'intérieur. Et oh, mort info, voilà, tu vas te mettre gentiment là. Peut-être que celui-là pour papa, il a 45 tops pour la partie IA, donc ce qui est déjà vraiment pas mal. Bon, après 6 tops, suivant ce qu'on a besoin, ils ont vraiment, on peut trouver vraiment des trucs assez intéressants chez eux. Par contre, leur site est imbitable aujourd'hui. Et généralement, ils ont... voilà, c'est ça qui m'intéressait. Ok. D'accord. Un GPU avec un RISC-V en coprocesseur. Ça éveille ma curiosité. Bon, je passe vite fait parce que leur site est vraiment épouvantable. Sinon, pour revenir à ce que je parlais là tout à l'heure on a le Nano KVM Pro. Donc là, on est sur son interface.
Ouais, je passe un peu du coq à l'âne, hein, vous inquiétez pas. Euh, Ce qui m'a fait choisir c'est qu'il y a son petit côté. Merde, j'ai pas mon autre caméra, j'ai pas d'autre cam. C'est le côté où il y a un petit écran qui est très sympathique. Et je vais faire vite fait vérifier les mises à jour. Normalement, il doit y avoir des mises à jour de fait. Pour tous ceux qui ont un Raspberry Pi classique, ça. Non, donc il ne doit pas y en avoir. Le truc qui est génial avec celui-là, c'est que bon, on n'est plus sur du RISC-V, on est sur de l'AMD, pas l'AMD, de l'ARM 64. Et surtout, il y a un double OS. Et c'est surtout pour ça, je voulais avoir du PiC-AVM sans devoir me saigner à acheter un Raspberry Pi et tous les modules nécessaires pour faire du PiC-AVM, alors que je peux le faire pour 80 ou 90 euros, tout compris. Bon, par contre, ça n'a pas l'air d'être un foudre de guerre, hein, quand même, hein, faut pas. Ah, j'ai changé d'IP. Non, c'est toujours la même IP. Il a l'air d'être revenu à la vie. Bah, dis donc, ça n'a pas l'air de marcher des masses leur truc. Ça marche pas des masses. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre, c'est que bah là, tout à l'heure j'avais bien j'avais bien ma console et là je ne l'ai plus. J'ai perdu ma capture d'écran et je voudrais passer sur Switch, sur PiCAVM. Uhum. Ah voilà. Donc ça doit être admin. Et voilà, je trouve ça vraiment cool de pouvoir avoir cette partie-là euh, d'avoir un double OS au final. Euh, ah, attendez, il y a peut-être un truc qui m'intéresse. To override the limitation, you can use Google Chrome ou Chromium. Ça peut expliquer pourquoi j'ai des problèmes. Hop, je me mets ça dans un notepad pour plus tard. Uhum. Euh, bon, le clavier a pas l'air de marcher. Show keyboard. Non, c'est... Non, c'est bien KVM qui m'intéresse. Voilà, il y a IPMI, je vais pas le tester. Non, je trouve que c'est
que c'est assez cool. Par contre, je ne pige pas pour l'histoire du clavier. Aurais-je mal branché? C'est pas peut-être pas impossible. Drive, CD, flash, write-tab. Select une image. Ouais, en plus la partie macro a l'air d'être pas trop mal, elle a pas l'air trop dégueulasse. Ah, microphone, SSH, on, off. Ah, et puis c'est là pour switcher sur le nano KVM. Direct, micro. Bon, par contre, on sent vraiment la différence d'OS. Non, c'est pas un PKVM, c'est le. Désolé, j'ai un petit souci de. Hop. Attendez. Cam. C'est le Nano KVM Pro. C'est ça en fait. Je reverrai ça tout à l'heure. Parce que là, j'ai pas trop envie. On a un petit écran frontal dessus. Et en fait, il a un double. Salut Texionix. Non, oui, donc je disais que c'est pas un KVM Pro. C'est non, c'est web. Je vais revenir vite fait. Nano KVM Pro. Ouais, j'ai le micro qui est devant, qui est mal foutu. Pop, 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 pop. Voilà, hop, ça m'envoie directement sur le wiki, c'est ça qui est cool. Donc, on m'avait déjà vu utiliser celui-là, le Nano KVM Cube. J'avais déjà présenté le Nano KVM PCI Express que j'ai aussi. Que j'ai aussi le Nano KVM USB qui est très pratique en déplacement, puisqu'au final, on n'a pas besoin de port réseau et on est sur un KVM USB. Et c'est assez pratique professionnellement. Et là, ce que j'ai, c'est le Nano KVM Pro. Donc, qui existe en carte PCI Express et en ce petit boîtier. Donc, on a une petite molette qui permet d'avoir l'adresse IP ou l'heure. Donc là, il compare avec d'autres. Donc, forcément avec le Nano KVM Cube. Ah oui, d'accord, c'est via l'EMC, c'est pour ça. 1 giga. Voilà, il y a d'autres différents trucs. C'est du 4K. En soi, pour du KVM, j'en ai strictement rien à foutre. Ça peut être du 720p, ça m'ira très très bien. Tout ce que je demande, c'est que ça affiche. Audio transmission, ce que ne faisait pas l'ancien Nano KVM. En soi, s'il n'y en avait pas, c'est pas grave. L'UEFI BIOS, oui, c'est le minimum qu'on demande. Monter des images ISO, ça c'est cool. L'IPMI, c'est faut installer le système ATX, le WakeOnLAN, WebSSH, port série. Ça va dépendre des personnes. Avant, on n'était qu'en 100 mégas, là on est à 1 giga, donc ce qui peut être vraiment avantageux quand on upload des ISO. Pour ceux qui font de l'IPMI professionnel, le nombre de fois où parfois on s'arrache les cheveux parce que c'est pas du giga et c'est du 100 mégas, c'est assez horrible. Moi, j'ai pas pris l'option avec le Wi-Fi parce que j'en ai strictement rien à foutre. J'ai l'ATX, voilà, c'est.
Euh, donc non, ça c'est la carte. Globalement, c'est les mêmes produits, hein, c'est juste l'électronique qui est foutu différemment. Donc voilà, je savais même pas qu'il était touchscreen. Donc on a une petite molette, on a les informations d'ici qui apparaissent, où vous avez l'heure. Donc c'est assez pratique. Euh, Là, ce que j'aime bien dans ce côté-là, c'est le fait qu'on peut faire un clone de son écran. Donc on le capture directement via le KVM, via le KVM, et après on peut le ressortir sur un écran. Et ça, je trouve ça super cool qu'il y ait ça. En plus, bon, j'avais voté pour la fonctionnalité à l'époque de chez eux. Et voilà, globalement, bon, en soi, pour moi, c'est pas une surprise, hein, c'est pas du tout une surprise. Je connaissais déjà le produit, ce qui m'intéressait, c'était la partie. Euh, attendez, rack mounting. Ils ont même fait des modèles 3D pour le montage en rack, comme pour le Jet KVM, ça c'est cool. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, on peut afficher l'heure. Euh, Niveau température, 43. Ouais, ça doit les faire à peu près au toucher. Donc voilà, c'est ce petit pas jet, ce Nano KVM Pro qui permet de... Ah bah ça y est, oh, il a l'air d'avoir un putain de temps de latence. Ouais, bon, bref. Salut Erican, j'espère que tu vas bien. Et voilà, on va repasser sur le... Là, on va repasser sur l'OS du Nano KVM. On va quitter l'OS PKVM. Donc là, ce qui se passe, c'est que le matériel reboot. Ouais, niveau température, ça va, c'est correct. Hop, on va revenir en plein écran le temps que ça se fasse. Donc voilà, le Nano KVM Pro, pour moi, c'est une bonne petite découverte. J'ai même eu le droit à un truc que je déteste dans la commande, un bandeau de LED. Je crois qu'ils m'aiment beaucoup trop chez eux, mais vraiment trop. J'espère que c'est pas des LED bleus parce que alors là je vais péter un câble. Mais voilà, c'est sur de l'USB-C. J'ai eu ça avec ma commande. En prime, j'ai un splitter pour pouvoir sûrement brancher le clavier et puis cette chose que je n'utiliserai jamais de ma vie. Car je suis pas du tout adepte de ce délire de LED. Chaque personne fait comme il veut. Et moi, ouais, what the fuck le bandeau de LED, ouais. Et moi, le bandeau de LED, c'est pas du tout mon délire. Et hop, je vais repasser sur la page web. Et voilà, le Nano KVM a rebooté. Il a rebooté et puis ben là, bon là je pense que c'est ma machine qui a un petit souci. Et voilà, je trouve ça, j'ai trouvé cette fonctionnalité de pouvoir avoir deux OS sur un KVM IP, j'ai trouvé ça super cool. C'est juste pour ça que j'ai acheté le KVM Pro, c'est que en plus de son petit look, bah attendez, là maintenant
Voilà, en fait, de basculer, d'avoir un double OS, d'avoir une possibilité, bon, tel scale, vérifier les mises à jour, bon, ça on verra plus tard, on s'en fiche. Hop. Et j'ai fait une petite connerie. Je vais revenir en front cam. Donc pour ceux qui n'étaient pas là. Donc voilà ce que je disais, une vidéo d'entrée, une vidéo de sortie. Possibilité de mettre une carte avec les OS. C'est un port gigabit. Power. Putain. Ah merde, j'ai pas pris le bon câble. Vous verrez mon bureau, c'est... Ah, je sais pourquoi le clavier a merdé. Je sais. Donc là, je l'ai allumé. Non, non, ça traînait pas dans l'entrepôt. Beaucoup de gens l'ont reçu. Voilà, et puis après, merde, la molette. On a la molette qui permet d'avoir le réseau, d'avoir des informations, d'avoir l'heure au bout d'un moment. Et l'écran est touchscreen. Ça marcherait peut-être mieux. Bon, voilà. Et normalement, ce type de matériel, je vais déconnecter là. Attendez. Je vais déconnecter ça. Je vais déconnecter ça. Puisque de toute façon, les deux sont... là au-dessus, c'est le Jet KVM. Et en dessous, c'est le Nano KVM Pro pour vous donner un ordre d'idée. Il y en a un qui est plus large que l'autre un peu plus long. Ouais, tiens, c'est drôle, ça me fait deux petites yeux. J'ai deux yeux KVM. Mais voilà, c'est... Les deux... ces deux-là, vraiment, c'est mes deux bangers. Ce que j'ai chez moi, le Nano KVM Pro et le Jet KVM, ce sont vraiment je dirais vraiment les deux meilleurs KVM IP que j'ai pour le moment. Je dis pas que le cube est pas mal, hein. Bon, déjà, vous voyez que le plastique a jauni, mais ça, je m'en fous. Mais en termes de... Voilà, ça, on va dire, c'est une pré-série de leur truc. Mais en termes de fonctionnalité, les deux sont vraiment pas mal. Nano KVM Pro. Donc Nano KVM Pro. Nano KVM Pro. Ah putain, la vache, il a monté en prix sur AliExpress. Oh tiens, c'est quoi ça, un que je connais pas encore. Hop, on va raccourcir l'URL. Et le Jet KVM. Jet KVM, moi je l'avais acheté en crowdfunding. Pop. Jet KVM Buy. Ils le vendent aussi sur AliExpress. Bon, pour Jet KVM, je vais vous mettre le... Est-ce que c'était... Ah merde. C'était du Kickstarter quand je l'ai acheté. J'achète beaucoup certaines choses en mode Buy Today.
J'attends toujours cette partie-là, et cette partie-là, et cette partie-là qui m'ont toujours pas envoyé. Autorisé de reseller, ok. Donc eux, ils en ont deux officiels. Ouais, en dollars, pas forcément intéressant pour nous Européens. Ah, j'ai une machine qui me fait... Ouais. Je suis pas sûr... Qu'est-ce qu'ils me mettait? Ouais, donc voilà, ils ont leur revendeur officiel. Mais bon, ça me... Ah, excusez-moi, j'étais en face game, j'étais pas sur la page internet. Hop, j'étais pas sur la page web. Donc voilà, le Jet KVM est pas trop mal et ceux qui font les mini routeurs de voyage, j'ai perdu le terme, routeur de voyage, gel je sais plus quoi, Gelinet. Euh, routeur, sinon vous avez ce modèle-là de chez Gelinet qui est, qu'est-ce que j'ai fait tomber? C'est ça. Qui a très très bonne réputation aussi. Ça reste du chinois. Ça reste du chinois. On va mettre les prix en euros. Ah, il est en pré-order. Mais ouais, ce modèle-là ce modèle-là va être vraiment très intéressant. Pas forcément très connu. Et sinon, ils en ont d'autres dans leur au niveau remote control. Suivant ce dont vous avez besoin. Ah, pourquoi il veut pas mon copier-coller? Suivant ce dont vous avez besoin, il y a ce qu'il faut. Il y a encore plein de projets à tire-larigot qui arrivent. Euh, Là, sérieusement, j'ai pas les moyens de m'acheter ça. Je le trouve trop cher. Il est très très bien. Mais pour moi, il est hors de prix à l'heure actuelle. Et surtout, si vous envoyez ça chez vos clients, limite autant balancer un nano KVM euh, premier prix que des trucs qui coûtent cher. Surtout si vous savez que votre client est pas très, comment dire, pas très soigneux. Pas très soigneux. Je savais pas trop comment le dire poliment. Ah, c'est pas le Nano KVM Pro. Bon, je reverrai ça plus tard. Et j'avais repéré ce petit que je ne connais pas sur AliExpress. Je vais vous prendre le lien. Ah, il y a une version dépouillée et une version non dépouillée. 20 € de plastique. Euh, Voir ce que ça donne réellement à l'usage. Euh, Elle est bien la télécommande de stabilité, ça ressemble à un Jet KVM, dis donc. Bah, tenez, le GLI il est vendu aussi sur AliExpress.
Mais ouais, non, je sais pas du tout ce que vaut ce KVM. Je viens juste de le découvrir. La partie écran a l'air assez cool. Est-ce qu'il voir plus? Ouais. En fonction du prix, processeur RV. Interface 100 mégabits, donc ouais, effectivement, si c'est pour uploader une image ISO, vous allez pleurer. Mais sinon, audio transmission, TFT card. Ouais, il a pas l'air trop, ça a pas l'air trop dégueulasse. Il y a une partie, je sais pas si c'est ATX ou. Ah non, d'accord, c'est du port série. Ce qui peut être assez cool aussi pour la partie data center. Si vous avez des switches monitorés. Après, si on compare, par exemple, ouais, c'est vrai que si on compare à un nano KVM, ouais, 53 €. Ah, d'accord, je peux racheter un boîtier à pas cher. Euh, Ah, c'est ce qui manquait sur le Nano KVM Cube, c'est le PoE. Parce que le KVM, le Nano KVM Pro, lui, a du PoE. J'avais oublié de le préciser. Mais ouais, j'ai pas de préférence. C'est vous faites comme vous voulez. Après, ça va dépendre si vos clients sont merde, sont soigneux ou pas du tout soigneux. S'il y a la possibilité d'avoir un PC Express de libre, bien évidemment. Donc ça peut être vraiment un petit plus. Pop, pop, pop. Bon, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. C'était un petit peu un live à l'arrache. Ça fait combien de temps? 56 minutes. Ah oui, sinon, bah, si, je vais revenir sur le mode web. Pourquoi je veux changer d'écran, moi? Web. Je voulais parler d'un petit truc qui a évolué. Donc 192, 168, 1.20. Pas 202. Je veux pas aller sur l'IPMI. Et si c'est du HTTPS. Hein? Hein? Ah. Euh, Par défaut, maintenant sur XCPNG, vous, vous savez qui est XCPNG pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une des alternatives à VMware, comme peut l'être aussi Proxmox. XCPNG, c'est pas du KVM, c'est du Xen. Et c'est une société française et leurs produits de virtualisation sont très intéressants. Follow this guide. Belcorut, en toute sincérité, je vais te dire Nutanix. Je vais te dire Nutanix pour du professionnel. Si vraiment on cherche quelque chose d'équivalent à VMware, ce qui va s'en rapprocher le plus, c'est Nutanix. Euh, Là, à l'heure actuelle, j'ai entre Proxmox et Xen Orchestra, du moins Xen, XCPNG avec Xen Orchestra, les deux fonctionnent très très bien. Surtout que la future. Euh, ah,
Ah oui, d'accord, oui, c'était mon problème que j'ai toujours pas résolu. Euh, Mon problème que j'ai pas résolu. Euh, Là, quand je vois l'évolution de l'interface de Xen Orchestra qui arrive petit à petit, j'ai vraiment j'ai une préférence plus forte pour Xen Orchestra que pour Proxmox. Proxmox, Proxmox commence sérieusement à me gonfler. Euh, Me gonfler. J'ai été très 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 déçu là où je bosse. Parce que nous, on utilise différents clusters Proxmox et on a utilisé leur nouvelle interface de gestion de chez Proxmox. Je sais même plus comment ça s'appelle ah putain, Proxmox. Euh, Proxmox Data Manager. Je suis extrêmement déçu de Proxmox Data Center Manager. Je suis extrêmement déçu. Je trouve le produit pas à la hauteur. Euh, Mon responsable a regardé à la partie paiement. Et en gros, au niveau financier, c'est pas très clair non plus. Mais voilà, Proxmox Data Center Manager, pour l'instant, n'est pas du tout à la hauteur. Euh, N'est pas à la hauteur de ce que peut proposer par exemple Xen Orchestra. Là-dessus, Xen Orchestra a ma préférence par rapport à l'univers Proxmox. Xen Orchestra, sur des multifermes, c'est beaucoup plus simple et agréable à gérer. Ouais, Hurricane, j'ai un peu cette impression de ce côté. Ils ont sorti une version 1, mais au final, cette version 1, en dehors de faire migrer une VM d'un cluster à un autre cluster, l'intérêt, l'intérêt pour faire du achat ou quoi que ce soit n'est pas du tout là. Et ce qui me fait préférer Xen Orchestra par rapport au monde Proxmox, c'est que je vais revenir sur l'ancienne interface de Xen Orchestra, puisque celle-là, elle n'est pas encore tout à fait. Elle n'est pas encore tout à fait, comment dire, exploitable. Il y a encore des petits, il y a encore des trucs qui sont pas oufissimes. Mais voilà, rien que les panneaux, tout ça, là on sent une modernisation à venir chez Xen Orchestra qui est très attendue. Je sais pas comment le dire, mais très attendue. Hop. Et que toutes les fonctionnalités ne sont pas là. L'ancienne interface de Xen Orchestra, hein, faut pas se le cacher, elle est dégueulasse. Mais je la préfère à celle de Proxmox parce que Proxmox, j'aime pas trop la couleur de Proxmox. Même s'il y a de moins en moins d'orange. J'aime pas l'orange. Voilà. Euh, dans les trucs qui me plaisent énormément chez Xen Orchestra, c'est qu'on a accès à tout directement. L'ancien dashboard est un petit peu dégueulasse. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous... Xostore, un des points qui fait que j'aime pas Xostore, je l'ai pas installé, je l'ai pas compilé. Xostore, je le trouve beaucoup moins intéressant si on veut faire de l'hyperconvergé. L'hyperconvergé au niveau de Xen Orchestra, ils sont passés sur une techno, je crois que c'est maximum 5 nœuds. Euh, pour la majorité des gens, c'est suffisant, mais je trouve qu'en termes pour l'évolution d'une infra, je trouve que c'est un petit peu trop limitant. Le hub, j'ai pas accès puisque moi c'est la version sans support. Oh punaise, il y a eu encore des bugs, pas des bugs,
des mises à jour que j'ai pas faites. Moi, c'est vraiment l'outil de backup de Xen Orchestra que je trouve, je dirais pas supérieur, ça serait exagérer les choses, mais je trouve que le système de backup, une fois qu'on l'a pris en main, voilà, la possibilité de réplication continue éventuellement sur une autre plateforme Xen, avec des delta, schedules, pouvoir voilà, avoir du disaster recovery d'intégrer qu'on n'a pas dans Proxmox Backup Manager. Il y a toutes ces fonctionnalités-là que je trouve vraiment très intéressantes au niveau du backup euh, de Xen Orchestra que je ne trouve pas dans Proxmox Backup Manager. Ce qui me pose problème chez Xen Orchestra au niveau du backup, c'est qu'il n'y a pas le support du lecteur de bande. Beaucoup vont me dire oui, mais c'est. Là, on va prendre. Hop. Je sais même plus comment ça marche, ça fait un petit moment. Certains vont me dire non, c'est quand même mieux le système de ne pas avoir de bande, de sauvegarde sur bande, mais chacun fait son choix. Attends, je vais essayer de te retrouver ça, l'information. Euh, et voilà, ce qui fait pour moi un des intérêts de l'univers de Vates, donc le couple XCPNG, Xen Orchestra, c'est qu'on a tout, comme on peut l'avoir chez Nutanix ou même VMware, on a pratiquement tout sur une seule et unique interface. Je trouve ça vraiment très agréable. Je trouve ça vraiment plus intuitif que d'aller à droite et à gauche. Le fait que Xen Orchestra, on peut gérer ses propres hosts, euh, on peut gérer les hosts directement dans l'interface. C'est ça, je trouve ça super cool aussi. Et Proxmox a ce côté un petit peu, parfois un peu brouillon. On a 100.10, hop. J'utilise les deux, hein, mais voilà, je sais pas, je trouve que les menus dans Proxmox ont ce côté. Un côté, on a la partie data center, après on a la partie là, et parfois on a tendance à parfois on l'avait aussi sur VMware, un petit peu à se planter entre les clusters et les hôtes de virtualisation, et parfois il y a ce petit côté un peu, ce côté brouillon qui est vraiment énervant. Proxmox a une fonctionnalité qui est toujours pas là, qui est de mettre un hôte en mode maintenance. Ce qu'on peut. Ah, là, j'en ai qu'un, merde, fait chier. Parce que normalement, je peux mettre un de mes nœuds en mode maintenance ici aussi. Et ce qui peut être pratique, justement, de sortir un nœud et de faire basculer les VM, alors que c'était une fonctionnalité que j'attendais au niveau de Proxmox Data Center Manager, qu'on puisse faire les mises à jour des nœuds et que ça fasse basculer les VM sur les autres hosts pour que ça se fasse petit à petit. Je pense que je suis trop habitué à Nutanix. Ah, la Royale a adopté cette solution. Bon à savoir.
J'avais une offre d'emploi auquel j'avais répondu il y a quelques mois. C'était pour Naval Group, à côté de chez moi. C'était du Proxmox. Bon, j'ai pas été prise pour la simple et bonne raison, c'est parce que j'ai pas de diplôme d'ingénieur. Donc je l'ai eu un petit peu mauvaise, mais bon, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Mais voilà, voilà. En, so- En soi, j'ai entre du Xen Orchestra et du Proxmox. euh, euh, je lisais au passage le message d'Hurricane. Euh, En soi, les deux ont des points forts, des points faibles. La communauté de Proxmox, c'est comme pour le monde Raspberry Pi. C'est une communauté qui est tellement dense qu'on trouvera toujours des solutions. On pourra trouver du contenu en français, on trouvera des gens qui ont les compétences beaucoup plus facilement que des gens qui sont sur du XCPNG Xen Orchestra. Même si ça a tendance à changer très 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 fortement actuellement sur le sujet. Euh, voilà, et Xen Orchestra, c'est Xen Orchestra, je crois que j'avais vu ça, un de leurs blogs. Euh, ah merde, putain. Si je mets blog, ça sera peut-être plus simple. Je sais pas si je vais retrouver. Choosing, ouais, Xen Orchestra. Putain, c'était laquelle? Ah, je sais plus où c'est, où ils en avaient parlé. Toc toc toc. Oh, je sais plus où c'est. Euh, Bon, bref. Je trouverai pas ce que je veux. Euh, donc, Xen Orchestra, voilà, des avantages. Et c'était pour chercher un truc pour Hurricane au passage. Euh, En fait, ce que je cherchais, c'était un lien entre le matériel, entre Xen Orchestra. Ah, c'est peut-être via XCPNG. C'est peut-être via XCPNG. Pa, 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 pa. Oui, il me semble qu'ils ont un accord avec un ou deux constructeurs où on peut se retrouver dans une situation un peu à la Nutanix et faire certaines mises à jour, genre de l'UFI. Et j'arrive pas à remettre la main dessus. Putain. Ah, si ça se trouve, c'est chez Vatesblock. Hein. Ah, ça, c'est par contre, c'est le truc qui est un peu chiant chez eux. C'est que certaines informations, quand on cherche des news, euh, c'est un petit peu explosé partout. Et ça me gonfle, mais vraiment énormément. Je me demande si c'est pas ici. Non, c'est pas là. Bon, j'arriverai pas à la retrouver cette news. Euh,
Peut-être, non, je sais pas si c'était ça. Non, Nexsan, c'est un autre truc. Nexan, c'est autre chose. C'est vraiment là un lien avec un constructeur où on a carrément les comment dire, on a carrément tout ce qu'il faut pour les mises à jour, mais c'est une vieille news et, qui a un petit moment. Et la partie limitation de stockage que je disais pour l'hyperconvergence, c'est lié à l'InStore. Et l'InStore, de mémoire, c'est 5 ou 7. Il y a il y a une limite, il y a une limite physique chez eux. Et je sais plus où je l'avais trouvé. Oh putain. Ouais, je sais plus, mais il y a une limite assez importante sur le nombre de hosts. Euh, je, je sais plus à combien. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. Peut-être que ça a sauté depuis. Mais il y avait une limite du nombre de hosts à un moment donné. Peut-être oui que ça doit être ça. 2 SRI. Euh, non, non, là, c'est- En fait, il y avait vraiment une capture où on pouvait vraiment voir les mises à jour, faire les mises à jour façon Nutanix des hosts. Euh, c'est pas très très grave en soi. C'est pas quelque chose qui est bloquant pour moi. Donc, en soi, peu importe l'outil de virtualisation que l'on désire, ce qui importe, c'est de trouver merde. De retrouver de s'y retrouver dedans, que ça corresponde aux besoins. Parfois, les gens, ils veulent absolument un. Oui, c'est ça. De toute façon, tout vient de plus ou moins de Super Micro. Ou alors, il n'y a que deux. Chez OVH, c'est Super Micro aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Peu importe l'outil de virtualisation, c'est souvent les gens, ils veulent des Rolls-Royce. Ils pensent qu'ils ont besoin de toutes les fonctionnalités et au final, quand je vois des gens qui disent qu'ils veulent du Proxmox parce qu'il y a ci, il y a ça, mais ils vont jamais les utiliser en réalité, surtout quand c'est du lab sur un seul host, vouloir des fonctionnalités de CDN et compagnie, c'est complètement aberrant, c'est complètement pété du slip. Je suis peut-être un peu radical, hein, mais l'idéal, c'est avoir un outil qui soit facile à prendre en main, que l'équipe arrive que les équipes de prod s'y retrouvent, sachent comment le produit fonctionne. Euh, le reste, euh, le reste, je m'en fous. Faut que le produit. Oui, c'est un peu radical, mais moi, tant que le produit, une bagnole pour aller chercher mon pain, que entre une trottinette et une voiture, sachant que si je vais pas réussir à me garer, je vais pas prendre la voiture. Il y a un moment donné, quand on fait des choix technologiques, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on a réellement besoin de sortir la l'artillerie lourde, sachant qu'on n'en aura jamais besoin. Le fameux au cas où, si tu as ça, si on se pose cette question, si c'est au cas où, ça veut dire qu'on va jamais l'utiliser. Ce qu'on recherche, c'est un produit qui fonctionne.
Donc que ça soit le monde de Xen ou que ça soit du Proxmox, d'autres solutions, je m'en fous tant que ça marche. Oui, après, la politique interne de l'entreprise aussi. Mais je pense qu'avec le temps, euh, le fait d'avoir fait beaucoup de prestations, de passer d'une techno à une autre, et de me rendre compte qu'en général, que les entreprises utilisent les produits quasiment tout le temps de la même manière, bah je vois pas où est le problème. C'est la plupart font de la VM basique. Il y a pas de, ils font du backup. J'aime parfois souvent non testé. Euh, euh, L'automatisation, bon parfois on en reparlera. Je me suis aperçu que la plupart des entreprises utilisaient les outils de fonction basiques et peu importe la techno qu'on choisit, on s'en fout tant que ça marche. C'est ouais, c'est on peut considérer ça un peu radical, mais il y a un moment donné, voilà, faut remettre les pieds sur terre. Et nous, au niveau technique, bah, comme tu dis, Belcorut, c'est qu'on n'a pas les mains dans la politique interne de l'entreprise, on n'a pas les mains sur les finances, on ne sait pas trop comment s'est passé tel ou tel repas ou négo avec tel ou tel fournisseur. Bon, on n'a pas forcément tous les éléments. Une techno peut nous intéresser. Nutanix, c'est très bien, mais ça coûte un rein. Parce que bah, c'est associé au matériel, mais généralement on associe à tout. Là, je vais être même un peu plus radical concernant VMware. Tous les gens qui sont en panique depuis pratiquement 2 ans sur le changement de politique suite au rachat de Broadcom, euh, le mode licence à vie qui disparaît, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Je dirais que c'est une bonne chose parce que se taper des hyperviseurs à l'heure actuelle qui sont en 5.5, 6.5 ou 6, qui sont complètement dépassés, qui sont datés, mais c'est complètement suicidaire en termes de cybersécurité. Je dirais que c'est malheureusement un mal pour un bien pour la sécurité des infras. Là-dessus, je suis radical. Si à un moment donné, si tu veux pas payer pour ton informatique, viens pas pleurer si ton infra se pète la gueule parce que tu n'as plus de mise à jour. Et puis c'est pas parce que Proxmox ou XCPNG, Xenorchestra peuvent être gratuits que les gens feront forcément les mises à jour aussi. Ça, c'est toujours le même problème. Proxmox, il y a plein de gens qui serrent les fesses dès qu'ils font une mise à jour, hein. Bon, parfois à raison, parfois à tort. Les mises à jour qui se passent mal, ça arrive partout, ça fait partie du jeu de la vie de l'infra. Oui, rien n'est gratuit comme tu dis, hein. 1h30, c'est pas beaucoup, hein. Bah, du temps, Hurricane, du temps, c'est de l'argent, techniquement. Mais le plus dur à l'heure actuelle, c'est aussi maintenir deux ou trois stacks techniques. Vous avez du VMware, vous avez du Proxmox, vous allez migrer une partie sur Xen Orchestra ou une autre partie sur du Nutanix. Jouer avec plusieurs techniques, plusieurs systèmes de backup. Pour peu que vous êtes dans un domaine avec l'obligation de pouvoir restaurer les backups sur 5 voire 10 ans, ça veut dire maintenir une plateforme en vie. Il y a des choix parfois qui sont très 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 compliqués à prendre. Et que je suis très contente de ne pas devoir prendre professionnellement. Parce que c'est tellement lourd de conséquences. Une entreprise comptable,
Année mentale, j'ai mis. Ah oui. Pourquoi pas Hyper-V? Salut Alain, je sais pas si je t'avais vu. Pourquoi pas Hyper-V? Euh, Hyper-V est une très très bonne solution, sauf que la façon de faire de Microsoft est un peu un flou en termes d'outils, et je suis pas très calé sur Hyper-V, surtout ça. Sur Hyper-V, il faut racheter des licences et Microsoft est pas très clair. Mais Hyper-V dans un environnement full Microsoft, intégralement Microsoft, oui, ça a un sens. Ça a clairement un sens. Sur, surtout avec si on est en licence data center, euh, Hyper-V peut être un choix très pertinent. Mais après Hyper-V, c'est le problème, c'est que Microsoft communique pas forcément très bien. Et les directions qu'a pris Microsoft aussi de virer l'hyperviseur Hyper-V standalone, de plus avoir cette image-là, moi, me pose un problème. Avec la version de Windows Server 2025, il faut absolument installer un Windows Server 2025 pour installer le rôle Hyper-V, pour ensuite faire tes Hyper-V. Et ça, je te cache pas que ça me gonfle. Je trouve ça d'une lourdeur qui n'a pas d'intérêt. Et puis ouais, comme dit Belcorut, et comme si t'es pas voilà, dans un environnement qui fait essentiellement du Microsoft, l'intérêt reste minime. Si tu fais essentiellement du Linux ou du multi-OS, euh, c'est un choix qui peut être c'est un choix qui peut être valable, mais faut voir financièrement derrière. Parce que Hyper-V, ça fait pas des cadeaux, hein. Hop, je regarde vite fait le lien du Rican. Ah bah ça va, il y a de la 32 nodes. Ah oui, ils ont changé alors. Ça m'arrange. Mais voilà. Hyper-V, voilà. C'est ça qui me rébute. C'est que Microsoft n'est pas très clair sur les outils à avoir. Ouais, 32 notes, ça va. Mais avant, c'était beaucoup plus bas. Ou alors, je sais plus où est-ce que j'avais lu cette limitation et qui m'avait un petit peu énervé. Et je dois l'avoir quelque part sur un de mes fichiers de suivi dans mon tableau de suivi hyperviseur. Mais à l'heure actuelle, globalement, il n'y a pas de bonne ou moins bonne technologie. Il faut penser, c'est parfois on subit la politique interne, les non-investissements, et puis parfois on est en mode pompier, on fait ce qu'on peut. Mais globalement, tant que la solution de virtualisation fait le boulot et que tout le monde en est content, c'est le principal. Si en plus c'est pas trop cher, c'est encore mieux. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé je crois que c'est sur Twitter. Ah désolé, j'arrive pas à dire X. Sur Twitter que c'est peut-être toi, Belcorut, que l'employeur avait décidé de passer sur le XCP-NG Xen Orchestra par rapport à Proxmox pour des raisons de coût. Et voilà, ça c'est un argument aussi qui est parfaitement entendable. C'est que toutes les entreprises n'ont pas les moyens financiers nécessaires. Et puis pour revenir sur le fait que j'aime que pourquoi plus éventuellement XCPNG Xen Orchestra, c'est une boîte française. Ça veut dire potentiellement du support en direct en français, ce qui peut être un énorme plus de ne pas avoir de barrière de la langue. C'est con au niveau professionnel, mais c'est
pas de barrière de la langue, c'est quand même un confort phénoménal. Après, chacun fait comme il veut, suivant ses contraintes. Voilà, voilà. Et j'avais un petit truc que j'avais envie de vous parler aussi. Ouais, il n'y a pas que... Tu sais, chez Nutanix, c'est pas forcément mieux, hein. C'était une petite news que j'ai vue tout à l'heure passer dans mon fil Twitter. C'est que QNX, pour les plus vieux d'entre vous, ou plus vieilles, euh, QNX, vous vous souvenez de la disquette 3 pouces et demi où on avait un système d'exploitation dans les années 90 complet. Bah là, QNX offre, on va dire ça comme ça, un OS disponible au format KEMU, donc un système QNX complet pour le développement. Donc ça se base sur un environnement Wellon, un bureau XFCE, pour tous les éléments, pour permettre de faire du développement sur la plateforme QNX. Et bah, je trouve ça juste trop bien que qu'un Unix temps réel, je crois que je sais plus si c'est un Unix à proprement parler ou un type Unix, euh, mais voilà que qu'Unix offre une plateforme de développement pour les étudiants, pour à titre personnel ou pour des projets d'ordre non financier. Je trouve ça vraiment super cool de revoir que cet OS fasse de nouveau parler de lui. Bon, il y a ce petit côté nostalgique. Je dis pas que je ne l'installerai pas, juste pour le plaisir juste pour le plaisir d'avoir un QNX sur une VM. J'avais même pas lu le truc. Ah, donc il faut demander une licence QNX. D'accord, bon, bah, ça n'a pas l'air bien compliqué. Pour ceux que ça intéresse, peut-être... ouais, je parle de Ubuntu 22 ou 20, ouais, super. Voilà, je trouvais ça juste le petit cadeau de Noël, on va dire ça comme ça, nostalgique. En tout cas, pour moi, c'est plus nostalgique qu'autre chose. Parce que c'est un système d'exploitation que je n'utiliserai très certainement jamais et que je ne verrai jamais. Et pourtant, j'ai eu des BlackBerry. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que QNX, sur la fin de BlackBerry, c'était devenu la base de l'OS. Avant qu'ils mettent vraiment la pierre tombale sur le matériel. Mais voilà, globalement, voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de dire. Voilà, voilà. On a parlé du nano KVM que je voulais surtout parler depuis un petit moment que j'avais pas fait. Et puis la semaine dernière, j'aurais bien fait un live, mais c'était pas. Comment dire? J'avais pas trop le moral pour faire un live. À cause de ces connards de. À cause de. Voilà. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Ça m'a un petit peu trop. Comment on dit un peu trop travaillé. Et puis, ouais, qu'est-ce que. Je me créerais pas un compte QNX pour faire un live QNX. Ah, je le connais pas celui-là, Promptlock. Je le connais pas. Ou alors je l'ai vu, mais. Ah, si. Si, si. Si, si, celui-là je l'ai vu. Faudrait que je demande là où je bosse si. Sur la partie. Ceux qui sont sur la cybersécurité, s'ils ont des. S'ils ont un système pour justement pour le détecter.
C'est mon avis, c'est. Puis là, les ransomware sur Linux qui arrivent, il y en a qui ont l'air d'être bien méchants. De toute manière, le risque zéro n'existera pas, il n'existera jamais. Ça, il faut qu'on fasse avec. Bon, bah, je crois, voilà. Ouais, bah, à mon avis, il y a peut-être de quoi t'arracher les cheveux. Parce que si c'est. Ouais, c'est un. C'est géré par IA, si je suis en train de lire vite fait. Ah ouais, il a l'air d'être. Ouais, je l'avais. Je me demande si j'en avais pas parlé de celui-là sur un tweet. Je sais pas du tout où ça en est sur ce, justement sur l'évolution de ce malware. Il est vraiment on le trouve vraiment en fonctionnement, ce prompt lock. Ouais, mais après, le souci c'est que parfois c'est tellement ouais, j'ai pas grand chose. Ouais, ils ont plus l'air de trop en parler depuis. Ils ont plus trop l'air d'en parler depuis septembre. Ouais, je trouve rien après mi-septembre. Comme si c'était limite passé sous les radars ou. Ouais, bon, bref. Ouais, c'est peut-être surtout ça, ouais. Comme tu dis, si ça fait pas beaucoup de bruit sur le réseau, ça va être vraiment de la détection. 4 mois. Ouais, mais on va attendre janvier alors. On verra bien. Bon, allez, sur ce, moi je vais vous abandonner. Je vais vous souhaiter bah, une bonne fête de fin d'année, du moins la dernière qui reste. Mangez pas trop parce que c'est la période où on se goinfre comme des gros porcs. C'est assez, je déteste cette période de l'année parce que généralement c'est beaucoup de passages sur la route et beaucoup de repas interminables. Et c'est un petit peu chiant et puis surtout c'est complètement con d'avoir une semaine d'intervalle de fêtes qui se suivent. C'est dur pour le corps. C'est un scandale. Voilà, bon, je vous souhaite un bon week-end. Pour ceux qui travaillent comme moi la semaine prochaine, courage. Les autres, passez de bonnes vacances et profitez-en. Et je sais pas quand est-ce que sera le prochain live, je vous dirai. Salut, salut!